Merci Ophélie. Et sur cette note, il est 9h30. Donc, comme on a un programme quand même assez chargé devant nous, on va pouvoir commencer. On est déjà presque 40 personnes. Alors, merci d'être là. On est très, très, très contente de voir qu'autant de gens sont intéressés par ce sujet et on va faire tout ce qu'on peut pour bien vous l'expliquer. Alors, d'abord, on s'appelle, moi, c'est Aurélie Gagnon et je suis avec ma collègue Ophélie Vincent. On est toutes deux avocates et vulgarisatrices juridiques chez Éducalois. Alors, c'est un nouvel atelier qu'on vous présente aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui est déjà disponible sur notre site web. Alors, on est très contente de vous présenter ça. C'est du contenu qu'on a développé vraiment pour aujourd'hui. Euh, et, et on va commencer sans plus attendre. Voilà, ok. Puis c'est génial, Vous d'ailleurs, êtes on est certaine, comme est-ce une que vous quarantaine voyez déjà ensemble. toutes et tous bien l'écran? Oui. Super. Euh, donc, avant qu'on se lance, on se demande, ben, en fait, s'il y en a quelques-unes ou quelques-uns d'entre vous qui connaissent Éducalois. On est donc un organisme sans but lucratif, on est neutre, indépendant et on existe depuis 2000 environ. Puis notre mission depuis ce temps-là, c'est de rendre le droit plus accessible, plus facile à comprendre puis à utiliser pour le grand public, puis pour les publics très diversifiés qu'on retrouve au Québec. On conçoit, on produit des outils d'information et d'éducation juridique. C'est ça, entre autres, notre travail là, comme vulgarisatrice juridique chez Éducalois. Sur notre site web, ici, on voit une petite capture d'écran. On retrouve plus que 1700 contenus en français, en anglais, sur plein de sujets de droit différents. Donc, ça peut être comme droit de la santé, droit criminel, travail, famille, logement, etc. C'est très varié, tout ça est gratuit, accessible français et anglais. Il y a quelques sujets dont on va parler aujourd'hui qu'on peut aussi trouver sous forme de contenu écrit sur notre site web. Puis on a aussi un site spécialisé pour les ateliers et le contenu pour le milieu scolaire qui s'appelle Éducation juridique. Sur ce site web-là, on trouve des trousses pédagogiques. euh, on trouve aussi des ateliers qu'on peut commander gratuitement dans vos écoles, puis qui sont offerts par des juristes de façon bénévole. Donc voilà, je vous encourage soit à aller surfer sur le site d'Éducalois ou aussi aller sur Éducation juridique pour voir nos contenus pour le personnel enseignant et scolaire. Et on passe maintenant à quelques petites consignes bien simples pour que tout se déroule le plus roulement aujourd'hui. Alors, d'abord, vous pouvez toujours lever la main pour intervenir, mais il va y avoir des périodes de questions. Donc, l'atelier dure 1h30 environ, mais il va y avoir plusieurs moments de questions et plusieurs moments interactifs aussi. Donc, on vous invite vraiment à lever la main ou à utiliser l'espace de clavardage. On va le veiller tout au long de la présentation. Donc, n'hésitez vraiment pas, le format qui vous convient. On va surveiller toutes ces méthodes-là. Et évidemment, si possible, gardez vos microphones fermés pour qu'il n'y ait pas de son qui dérange tout le monde dans la présentation. Ce serait super apprécié. Et comme je disais, c'est interactif. Il va y avoir plein de questions et de périodes d'activité. Juste avant qu'on commence, je vois qu'il y a un message dans le clavardage de l'assistant, je pense IA de Karine, pour enregistrer l'échange et faciliter la prise de notes. J'avoue que je suis pas certaine de nos politiques à cet égard-là. Aurélie, je sais pas Je qu'est-ce. j'ai aucune idée c'est quoi. Je ne sais pas pourquoi ça l'a apparu. Alors, on peut oublier ça. Ok, super. De toute façon, la présentation est Je sais. enregistrée, donc vous allez Oui, avoir un enregistrement par la suite, sans problème. ok. Merci à vous, Karine. C'est vous. Ok, parfait. Bon, ben, merci. Super. Euh, voilà, puis il y a plein de monde. C'est ça. Parfait. On est 46 en ce moment. C'est super. Donc, on peut continuer. Merci, Aurélie. Tu donnais les Oui, conseils. alors juste un tout petit rappel en fait qu'aujourd'hui, c'est un atelier d'information juridique et non un atelier d'avis juridique. Alors, vous êtes peut-être déjà familière avec le concept, mais ce que ça veut dire, c'est qu'on peut vous donner de l'information générale, on peut expliquer ce que la loi dit ou encore les différents recours, les différentes options que quelqu'un a dans une situation précise, mais on ne peut pas, par exemple, donner notre avis sur une situation, donner de l'information spécifique sur un cas précis ou interpréter la loi dans un cas particulier. Donc, on va tenter de notre possible pour répondre aux questions que vous aurez, mais si ça concerne un cas particulier, ça se peut qu'on ne puisse pas répondre, mais on va vous offrir plusieurs ressources tout au long de l'atelier et surtout à la toute fin qui peuvent vous aider si vous avez des questions plus particulières ou plus personnelles sur des questions de droit.
Donc, pour ce faire, aujourd'hui, en fait, on a 4 objectifs pédagogiques différents. Mais en gros, là, cet atelier-là, il vise à aider le personnel du scolaire, pardon, le personnel scolaire, donc ça inclut les enseignantes, les enseignants, les conseillères en orientation, les sexologues, etc. Ça inclut vraiment plusieurs personnes, mais ça vise à vous aider à mieux encadrer ou orienter les discussions avec vos élèves en matière de vie amoureuse et sexuelle. Puis on est vraiment ici sous un angle qui est juridique, pas du tout un angle moral ou dans le jugement, ou ni sexologique, ni comme vous avez vos spécialités, nous, on veut vous amener plus la couleur juridique. Euh, puis on va vous parler de sujets qui peuvent être sensibles, mais qui sont importants, puis qui peuvent être fréquents en milieu scolaire. Puis c'est des situations que, si vous les avez pas déjà vues, ben vous allez les voir tôt ou tard. Donc, nos 4 objectifs aujourd'hui, c'est qu'à la fin de l'atelier, vous soyez capable de distinguer l'illégal, le légal et le criminel dans la vie amoureuse et sexuelle des jeunes, d'analyser les conditions du consentement sexuel, puis de reconnaître quand un consentement sexuel est pas valide. Ensuite, identifier les situations à risque ou susceptibles d'être illégales, puis qui pourraient se produire dans la vie des jeunes. Puis ensuite, appliquer vos obligations légales, puis orienter les élèves vers les bonnes ressources. Puis, donc, le but, on va pas vous donner toutes les réponses aujourd'hui, mais le but, c'est que vous ayez une meilleure idée de où se trouvent les lignes au niveau légal. Donc, on a une formation en 5 parties aujourd'hui. On commence avec une petite introduction. Ensuite, on est déjà un peu dedans d'ailleurs. Ensuite, on va parler de consentement chez les jeunes. Donc, qu'est-ce que dit la loi? Quelles sont les conditions de validité du consentement? Puis dans quelles situations il n'est pas valide? Ensuite, des situations à risque ou illégales, donc les infractions criminelles qui peuvent survenir dans la vie sexuelle et amoureuse des jeunes. Ensuite, les obligations du milieu scolaire, ce que la loi vous demande de faire comme membre du personnel scolaire. Puis, il va y avoir une petite conclusion où est-ce qu'on va vous partager des ressources, des outils pour vous puis pour vos élèves. Puis, pour que vous sachiez, il va y avoir une pause pendant la partie 3 parce qu'il y a beaucoup d'informations et il va y avoir aussi des moments d'échange et de questions tout au long de l'atelier. Oups. Oui. Non, je pense qu'on peut se rendre directement au brise-glace, en fait. C'est la dernière question brise-glace. On aimerait savoir, en fait, est-ce que vous êtes déjà amené à parler de différents aspects de la vie amoureuse ou sexuelle des jeunes dans le cadre de votre travail? Et si oui, lesquels? Donc, si vous pouvez nous en nommer quelques-uns dans le chat, ce serait super apprécié. Donc, par exemple, consentement, relations intimes, violence, consentement déjà qui ressort, l'utilisation des médias sociaux. Si vous pouvez nous en nommer quelques-uns pour qu'on puisse se concentrer sur les sujets qui sont les plus pertinents pour vous et qui vous intéressent le plus. On a le partage de photos intimes. On va aborder ce sujet quand même en longueur, donc ça, c'est parfait. Le consentement aussi. Est-ce qu'il y en avait d'autres? Le consentement, l'hypersexualisation du corps des jeunes sur les réseaux, c'est super intéressant. Ça va aussi aborder ce sujet-là un peu dans cet atelier, mais surtout dans l'atelier qu'on fait cet après-midi sur la vie numérique. Je vois la trajectoire amoureuse, bienveillance, l'âge des violences, mutualité, éveil amoureux, violence dans les relations amoureuses, violence à caractère sexuel. C'est pas mal tous des sujets qu'on va aborder aujourd'hui et des sujets que parfois, même sans qu'on s'en rende compte, en fait, le droit traverse tous ces sujets-là. Donc, c'est vraiment transversal, le droit sous plusieurs aspects, pas juste au niveau criminel, mais aussi dans d'autres aspects desquels on pense pas ou lesquels on voit pas nécessairement tout le temps. Et juste faire un petit avertissement avant qu'on commence, évidemment, l'encadrement de la vie amoureuse et sexuelle des jeunes, ça aborde souvent ben, des abus, des situations qui sont difficiles, de la détresse. On va présenter des ressources à la fin, mais ça peut être quand même difficile parfois à aborder. Donc, la loi vise à protéger, évidemment. Si on la connaît, on peut éviter de se retrouver dans des situations difficiles autant que possible, prévenir, informer. Donc, notre but vraiment, c'est de vous donner les bases juridiques pour savoir quoi faire si vous vous faites approcher avec des histoires ou des événements comme ça qui peuvent survenir. Mhm. Alors, on va passer à juste quelques petits aspects du cours de CCQ. On sait que c'est pas seulement des enseignants de CCQ qui sont présents aujourd'hui, mais quand même, on voulait vous donner quelques pistes parce que cet atelier a vraiment été créé de façon ancrée dans le programme de CCQ. On parle de relations amoureuses, de consentement, de limites personnelles, de messages envoyés en ligne, images partagées, identité, etc. Donc, ce sont des sujets qui sont très concrets pour les jeunes et ce sont des sujets, comme on le disait, qui ont une dimension juridique, même si on ne les présente pas toujours comme ça en classe.
compétences. Donc, le premier lien avec le CCQ, ben, c'est du côté des compétences, évidemment. Là. On amène à parler à des réalités culturelles, questions éthiques, consentement, etc. Mais il y a aussi le côté éducation à la sexualité et finalement un angle juridique. Pour ce qui est de l'angle juridique, c'est spécifiquement applicable aux lois du Québec. Les lois criminelles sont des lois canadiennes, évidemment, mais pour ce qui est des lois civiles, on parle du Québec seulement et les lois pourraient être très différentes, que ce soit dans d'autres provinces du Canada ou ailleurs. Donc, c'est important de garder ça en tête. Et je pense qu'on peut passer à la première partie, en fait. C'est parti. Absolument. Donc, on se lance dans le premier sujet plus théorique. Donc, le consentement sexuel chez les jeunes. Euh, Ici, on vous présente rapidement là, les éléments qu'on va aborder ensemble aujourd'hui pour parler de consentement sexuel chez les jeunes, puis comprendre dans quelle situation il est valide ou pas valide. Donc, on va parler des conditions de l'accord, donc dans quelles conditions le consentement est valide. Ensuite, les limites du consentement. Donc, même si les conditions de l'accord étaient respectées, est-ce qu'il y a d'autres limites? On va voir que oui. Pour les jeunes, oui. Ensuite, l'âge et les écarts d'âge, la nature de la relation. Donc, on va parler de ces différents éléments-là, mais avant d'aller plus loin, sexuel, consentement sexuel spécifiquement, qu'est-ce que c'est? Ça peut être très, très vaste. Les activités sexuelles, il y a une grande diversité d'activités qui existent. Ça peut inclure ici tout geste ou comportement qui est lié à la sexualité ou aux parties intimes. Ça peut être un baiser, une caresse, un toucher, différentes sortes de relations sexuelles. Ça peut même être un geste sans contact. Donc, ça peut être une photo, un message avec une connotation sexuelle. Toutes ces choses-là, et plus encore, peuvent être sexuelles. Donc, assez large, mais on parle vraiment ici de, c'est ça, de tout geste qui est relié à l'intimité, à la sexualité entre les jeunes, avec un contact physique direct ou pas. Ensuite, ben, autre chose importante aussi à savoir, c'est que les relations amoureuses comme telles entre les jeunes, elles sont pas interdites et elles ne suivent pas les règles du consentement sexuel. Le gouvernement du Québec a même mentionné là, que les relations entre les jeunes sont normales. Donc, c'est clairement pas quelque chose qui est interdit par la loi. On parle ici d'être en couple, de se tenir la main, d'avoir un chum ou une blonde. Mais par contre, aussi, même si les règles du consentement sexuel ne s'appliquent pas aux relations amoureuses non sexuelles entre les jeunes, mais jusqu'à l'âge de 18 ans, les parents et les écoles ont une responsabilité de garde et d'éducation. Donc, ils peuvent quand même imposer des règles comme un couvre-feu, des limites pour la sortie, de la supervision, etc. Donc, petite mise en contexte ici. Et maintenant, donc, avant d'aller dans la matière, vrai ou faux selon vous, si une personne ne dit rien et reste passive, cela signifie qu'elle consent. Qui dit vrai à main levée? Il Ou y a dans un le chat. faux avec 20 points d'exclamation. C'est faux. C'est faux. Vous le savez. C'est bon. Ça commence très bien. Effectivement. C'est totalement faux. Euh, un consentement, ça doit être un accord volontaire. Selon la loi, on dit que ça doit être un consentement clair et enthousiaste. Donc, on n'est pas en train de parler ici de quelqu'un qui est immobile, figé, qui a aucune réaction. Euh, le consentement, en fait, le consentement doit être expliqué de façon qui est claire et enthousiaste. Un peut-être, c'est pas un oui. Une personne qui est passive, qui ne réagit pas, ne consent pas nécessairement. Donc, le consentement, il se devine pas, il se déduit pas. Il doit être exprimé par des paroles, par des gestes. Ça peut être un sourire aussi. Puis, c'est la personne elle-même qui participe à l'activité sexuelle qui doit donner son consentement. Puis il doit donc être donné de façon claire, mais aussi sans pression. Donc sans que l'autre personne la menace, lui fasse du chantage, lui fasse n'importe quelle culpabilisation, pression, insulte. Euh, le consentement doit être libre, sans pression et clair, et puis être retiré en tout temps. Donc le consentement, on doit le donner au moment de l'activité sexuelle. Puis, en fait, à chaque activité sexuelle, on devrait redonner son consentement. Puis, il peut être retiré en tout temps, même si on dit oui, on a tout à fait le droit de changer d'idée. Euh, la loi aussi, ce qu'elle nous dit, c'est que chaque partenaire, chaque personne qui participe à une activité sexuelle doit prendre des mesures raisonnables pour vérifier que l'autre personne consent. Puis ça s'applique pour
toute l'activité, toutes les activités. Puis c'est quoi ces mesures raisonnables-là? Ben, ça peut être soit de poser la question simplement. Il y a différentes façons de poser ces questions-là qui peuvent ne pas briser euh, l'ambiance, mais c'est très important de le poser, cette question-là. Sinon, ça peut être d'observer les réactions aussi de sa partenaire, d'avoir une écoute, par exemple, de voir si la personne devient silencieuse, qu'elle se fiche, qu'elle semble mal à l'aise. C'est tous des signaux qui devraient amener l'autre personne à vérifier si la personne est toujours consentante à l'activité. Et puis, il y a quelques exemples de comportements là, qui peuvent indiquer un non-respect du consentement sexuel. Ça pourrait être le fait d'ignorer un non, qui soit verbal ou non verbal. Ça peut être la colère ou le chantage après qu'une personne ait refusé. Ça peut être la pression, de l'insistance, culpabilisation. Puis ça peut être aussi le fait de présumer le consentement sans le vérifier. Donc un aveuglement volontaire, par exemple. Et Ophélie, est-ce que les règles sont différentes si on est en couple avec la personne? Non, ce sont les mêmes règles. Qu'on soit en couple, qu'on soit pas en couple, qu'on soit marié ou pas marié, ou peu importe notre type d'union, c'est les mêmes règles dans tous les types de relations, qu'on soit des amis, qu'on soit amoureux. Ces règles très importantes, ça s'applique tout le temps. On n'a pas de passe-droit juste parce qu'on est en relation avec quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Donc, puis ensuite, voici quelques situations où est-ce que le consentement est jamais valide selon la loi. Premièrement, si la personne, elle est endormie ou elle est inconsciente, ça va de soi, là, mais une personne endormie ou inconsciente, elle ne peut pas donner son consentement clair et enthousiaste. Puis, ben, quand on essaye de vérifier son consentement, ben, on peut pas obtenir une réponse claire et enthousiaste. Donc, ça fonctionne pas. Ensuite, une personne qui est trop intoxiquée pour comprendre ce qui se passe. Ici, pour ce qui est de l'alcool et des drogues, ça va vraiment dépendre de la situation. Tout dépend du degré d'intoxication. Donc, la règle, c'est pas dès qu'une personne a pris de l'alcool ou une drogue, elle peut pas consentir. C'est pas ça la règle. On va vraiment regarder est-ce que au moment des faits, la personne avait une capacité réelle de comprendre l'activité proposée, puis de décider. Donc, de comprendre ce qui se passait, puis de prendre la décision pour elle-même. C'est vraiment cette capacité-là réelle au moment des faits. Des fois, on peut être intoxiqué à un point où est-ce que c'est impossible. Dans ce cas-là, on pourrait rentrer dans la situation inconsciente. Puis alors, ben, dans ce cas-là, on ne peut pas donner son consentement. Ensuite, une personne qui est sous l'emprise d'un abus de pouvoir ou de confiance. Ça, on va en parler dans les prochaines diapos. Puis ensuite, si la personne est trompée de façon dangereuse, ça ici, ça peut inclure les situations où une personne a une ITSS ou le VIH euh, et où est-ce que la personne, en fait, elle a cette infection-là, cette maladie-là, puis qu'il y a un risque réaliste qu'elle le transmette à ça ou son partenaire. Donc, s'il y a ce risque réaliste-là, puis que la personne ne le dit pas, bien ici, on entre dans une situation où on peut possiblement, selon les circonstances, mettre la personne dans une situation où est-ce qu'elle pourrait avoir un danger très grave ou un préjudice, un dommage corporel grave. Donc, on considère ici que c'est une information très grave, en fait, une omission de transmettre cette information-là qui peut être très grave, puis qui peut empêcher la personne de vraiment décider si oui ou non elle veut participer à l'activité sexuelle. Donc, ces quatre situations-là, on considère que le consentement de la personne peut être invalide, puis ça peut mener à des conséquences très graves, on va le voir plus tard, mais notamment au niveau criminel, euh, en matière d'agression sexuelle, par exemple. Maintenant, on vous a mentionné, donc pour les personnes mineures, il y a des règles de plus que pour les personnes majeures. Il y a des règles au niveau de l'écart d'âge, notamment. Donc, le consentement, la validité du consentement sexuel des jeunes va dépendre également de si l'écart d'âge avec l'autre personne est respecté. Donc, première chose, pour un jeune de moins de 12 ans, le consentement sexuel est jamais valide. Ce que ça veut dire, c'est que si euh, il y a deux partenaires, donc un partenaire de moins de 12 ans et un partenaire de 12 ans ou plus, ben, on va considérer que cette activité sexuelle-là, aux yeux de la loi, c'est une agression sexuelle commise par le jeune qui a 12 ans et plus envers le jeune qui a moins de 12 ans. Si on est dans une relation sexuelle avec deux jeunes qui ont moins de 12 ans, aux yeux de la loi, les deux jeunes vont être considérés comme des personnes victimes, selon la loi. Donc, il n'y aura pas de personnes
coupable du crime, mais les deux personnes vont être considérées comme ayant été victimes d'une agression sexuelle ici aussi. Ensuite, quand on a entre 12 et 13 ans, l'écart d'âge à respecter, c'est que l'autre personne doit avoir moins de 2 ans de plus. Donc, 2 ans moins un jour. Puis, pour 14-15 ans, l'écart d'âge est de moins de 5 ans. Donc, ici, on parle de 5 ans moins un jour de plus, encore une fois. Puis, à partir de 16 ans, il n'y a plus d'écart d'âge à respecter, euh, quand on veut, bien sûr, en montant. Euh, les parents ont la responsabilité, le devoir de protéger et encadrer leur enfant. Et donc, ils peuvent intervenir ou restreindre certaines fréquentations si ils ou elles jugent que c'est dans l'intérêt de leur enfant. Et puis, on va le voir plus tard comme, encore une fois ici, si on ne respecte pas les règles concernant l'écart d'âge, les conséquences peuvent être très graves, voire même au criminel. Petite mise en situation ici. Donc, on a Maya qui a 14 ans. Elle est en troisième secondaire. Et Samir a 17 ans. En cinquième secondaire, ils se fréquentent. Puis vous entendez certains membres du personnel dire que cette relation-là, elle est inacceptable, que Maya est trop jeune pour sortir avec Samir. Selon vous, vous pouvez répondre dans le clavardage à micro ouvert si vous voulez. Est-ce que l'écart d'âge pour un consentement sexuel valide est respecté ici? Mhm. Donc, on a plusieurs oui. Oui, c'est correct en raison de l'âge. Effectivement. Oui, donc effectivement, ici, euh, l'écart d'âge, les règles d'écart d'âge sont respectées. Ici, on a un élève de 14-15 ans, donc l'écart d'âge, c'est de moins de 5 ans, puis ici, on est dans un écart d'âge avec 14 et 17 ans d'environ 3 ans, selon leur date de fête. Donc, ça respecte la loi ici, cet écart d'âge-là. Mais maintenant, est-ce qu'il y a des situations, selon vous, où est-ce que le consentement d'une ou d'un jeune pourrait ne pas être valide, même si cet écart d'âge-là est respecté? Wow, Geneviève Bédard, vous avez raison. Et toutes les autres personnes après, absolument. Donc, oui, si il y a justement des enjeux de pouvoir, de rapport de pouvoir, puis c'est ce qu'on va voir ensemble ici. Donc, la nature de la relation est un élément important à considérer aussi quand on parle de consentement sexuel chez les jeunes. Donc, même si l'écart d'âge est respecté, le consentement pourrait être valide en raison de la nature de la relation. Donc, si la personne a moins que 18 ans, son consentement, il est invalide si, premièrement, l'autre personne est en situation d'autorité ou de confiance. Une situation d'autorité, qu'est-ce que c'est? C'est quand le ou la partenaire plus âgé exerce un certain pouvoir sur l'ado. Donc là, ici, on pourrait parler d'une enseignante, d'un enseignant, d'un employeur aussi. Euh, donc ça, ici, on a la notion de pouvoir quand on parle d'autorité. Quand on parle de confiance, c'est quand la personne peut utiliser sa position pour faire comprendre ou laisser croire à l'ado ou au jeune qu'elle ou il se trouve sous sa protection et qu'il peut être en sécurité avec elle. Donc, on parle ici là, d'un rapport d'influence et de persuasion entre l'ado ou le jeune et la personne. Donc, on peut parler ici encore une fois d'un enseignant, d'un enseignant. Ça peut être un coach sportif, un mentor. Donc, ça ici, première situation d'autorité de confiance, ça peut rendre le consentement, ça rend le consentement invalide, en fait. L'autre situation, c'est si l'autre personne exploite là où le jeune. Ça, c'est quand la personne tire avantage de la vulnérabilité du jeune pour son propre bénéfice. Donc, pour établir qu'il y a une situation d'exploitation, les tribunaux vont prendre en compte différents facteurs. Premièrement, l'âge du jeune. Ensuite, la différence d'âge entre la personne et le jeune. Ensuite, l'évolution de leur relation. Comment elle s'est développée? Est-ce que c'était rapidement, secrètement, sur Internet? Ça peut être ces genres de facteurs-là. Ensuite, quelle est l'emprise ou l'influence de cette personne-là sur là où le jeune? Puis en dernière situation, le consentement n'est pas valide si là où le jeune est dans une relation de dépendance. Donc, ça pourrait être par exemple une ou un jeune qui est hébergé chez une personne plus âgée, puis qu'il n'y a nulle part où aller. Donc, dans cette situation-là, on parle ici d'une dépendance. Pour l'ado, alors, cette personne-là a l'image d'une personne fiable, de confiance, qui lui sert de modèle, de référence,
et que aussi qui lui permet dans cette situation-là d'hébergement de remplir des besoins essentiels. Donc cette personne-là a une certaine emprise sur là où le jeune. Donc ici, on parle d'une notion, euh, on parle d'une situation où est-ce que là où le jeune est dans une position d'infériorité par rapport à la personne. Puis c'est ça qu'on voit dans toutes ces différentes situations-là. On voit qu'une personne plus âgée a une forme de pouvoir, d'emprise, d'influence ou de levier sur la personne mineure. Puis donc, des relations sexuelles dans ce cas-là, un consentement sexuel dans ce cas-là n'est pas valide dans le contexte où la personne a un pouvoir, puis qu'elle se sert de ce pouvoir-là pour abuser de la vulnérabilité ou de l'infériorité de la personne qui est plus jeune. Désolée, Ophélie, je pense qu'on a des gens qui attendent dans la salle d'attente Oh encore. my God. Pas de problème, on vient juste de m'aviser. Super, merci beaucoup. Ouais, il y a 5 personnes. Merci. Parfait. Donc, ce qu'il faut retenir au Bienvenue niveau... aux nouvelles personnes en Ah, eh passant. oui, c'est vrai. On vous souhaite la bienvenue on est déjà commencé un peu, on est dans la partie sur le consentement sexuel, mais tout va être enregistré. Si jamais vous voulez retourner en arrière et regarder la première partie de la formation, ça va être possible tout de suite après. Ouais, puis ça tombe bien parce que là, on est comme dans un petit récapitulatif de ce qu'on vient de voir, donc vous serez pas trop perdus. Puis merci de vous joindre à nous. Donc, ce qu'il faut retenir au niveau du consentement sexuel, on a comme ce tableau-là un peu chargé à première vue, là, mais c'est assez simple. En fait, la première question qu'on se pose pour se dire est-ce que le consentement sexuel est valide, légal ici avec un jeune, c'est premièrement, est-ce que l'écart d'âge est respecté? Si oui, parfait, on peut passer à la prochaine colonne. Sinon, pas de consentement possible. On arrête là directement. Ensuite, donc là, admettons que l'écart d'âge est respecté. Euh, Est-ce qu'il y a un vrai accord? Donc, un consentement valide selon la loi. Donc, ça veut dire est-ce que l'accord est volontaire, il est clair, sans pression, enthousiaste. Ensuite, est-ce qu'il est éclairé? La personne comprend à quoi elle consent, puis elle a toutes les informations importantes nécessaires pour consentir. Ensuite, est-ce que son consentement est exprimé et vérifié par l'autre personne? Donc, le partenaire ou la partenaire a pris des mesures raisonnables pour s'assurer du consentement de l'autre partenaire. Ensuite, est-ce que la personne a pu changer d'idée en tout temps? Si toutes ces réponses-là, c'est oui, bon, super, on peut passer à la troisième colonne, euh, qui peuvent écarter des situations qui auraient pu être valides sinon. En fait, c'est ça. Premièrement, est-ce que la personne elle est endormie ou inconsciente? Donc, dans ces cas-là, ben, non, absolument pas. Est-ce que la personne est intoxiquée? Est-ce qu'il y a pression, manipulation, menace, exploitation? Est-ce qu'il y a une relation d'autorité, de confiance, de dépendance ou une tromperie dangereuse? Donc, dans toutes ces situations-là, le consentement est pas valide. Donc, voilà plusieurs éléments qui peuvent vous aider à évaluer ben, vous-même. Est-ce que vous pensez qu'une situation est correcte? Puis à aider aussi des jeunes à évaluer selon eux ou elles, est-ce que la situation était correcte. Je vois qu'il y a une question, est-ce que les diapos seront disponibles? L'enregistrement va être disponible, mais au niveau des diapos, je suis pas certaine. Ça va être à confirmer avec notre coordonnatrice. On va vous revenir à ce sujet-là, mais sinon, on va vous rendre la formation disponible en format vidéo. Donc, c'est sûr que vous allez pouvoir prendre des petites captures d'écran si jamais Ouais, on ne peut pas rendre les diapositives disponibles. absolument. Maintenant, rapidement, on va parler un peu de consentement aux soins de santé pour les jeunes. Donc, le consentement sexuel, consentement aux soins de santé, c'est pas les mêmes règles exactement. Puis certaines situations en matière de consentement aux soins de santé peuvent être pertinentes dans le contexte de la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Euh, une autre personne dans la salle d'attente. Est-ce que selon vous, un jeune peut décider lui-même ou elle-même pour ses soins de santé sans le consentement de ses parents? À 14 ans, oui. Oui, vers 14 ans. Donc, en fait, oui, ça dépend de l'âge des jeunes, ça dépend du type de soins, puis ça dépend aussi de l'urgence de la situation. Donc, effectivement, là, on va voir des cas un petit peu plus précis parce que la règle des 14 ans, c'est vrai, mais il y a des exceptions, puis des situations d'urgence aussi. Donc, vrai ou faux, une élève de 15 ans peut se faire avorter sans que ses parents le sachent. Vous pouvez répondre aussi encore une fois dans le clavardage ou à voix haute. Donc, on est vrai, vrai, oui. Donc, merci pour vos réponses. Puis, effectivement, c'est vrai. Donc, Euh,
puis je vais vous expliquer les règles un petit peu plus précisément ici, mais que vous sachiez, c'est vrai. Donc, quelles sont les règles? Est-ce que pour le consentement aux soins de santé, les parents doivent être d'accord? Ça change selon l'âge du jeune. Donc, quand on a une personne de moins de 14 ans, c'est ses parents qui doivent autoriser les soins. Mais cela dit, ils doivent le faire dans l'intérêt de leur enfant et en tenant compte de l'opinion de leur enfant. Euh, on a quelqu'un qui quitte. Ben, écoutez, merci d'être venu, puis bonne journée à vous. Parfait. Donc, avant 14 ans, c'est les parents qui doivent autoriser les soins. Ils doivent le faire dans l'intérêt de l'enfant et en tenant compte de l'opinion de l'enfant. Puis, en cas de désaccord entre euh, l'opinion de l'enfant et ce que les parents veulent décider, ben, selon les circonstances, dans certains cas, un tribunal peut intervenir. Ça peut être le cas aussi si les deux parents s'entendent pas sur un soin important pour l'enfant. Ensuite, à partir de 14 ans et plus, le jeune ou la jeune peut consentir seul aux soins qui sont nécessaires, seulement. Euh, Qu'est-ce que c'est un soin nécessaire? Ça inclut la contraception, ça inclut les consultations médicales, ça inclut aussi les consultations auprès de professionnels de la santé comme des psychologues. Puis, petite parenthèse sur l'avortement, on a vu dans la question, un enfant de 14 ans et plus peut se faire avorter, une jeune fille de 14 ans et plus peut se faire avorter sans que ses parents le sachent, mais aussi sans l'avortement, c'est considéré comme un soin de santé nécessaire selon la loi. Donc, une jeune fille de 14 ans et plus n'a pas besoin du consentement de ses parents pour se faire avorter puisque ça rentre dans cette catégorie-là de soins nécessaires. Pour ce qui est des soins non nécessaires, donc par exemple le tatouage, piercing, ben ici, le consentement des parents reste nécessaire même si l'enfant ou le jeune a 14 ans et plus. Euh, Puis petit retour sur consentir à 14 ans et plus, ce que ça veut dire aussi, c'est que un jeune de 14 ans et plus peut refuser des soins sans que ses parents aient leur mot à dire. Donc, par exemple, un parent ne peut pas imposer à son jeune de se faire vacciner, il ne peut pas non plus imposer à son jeune de se faire avorter ou de passer différents tests médicaux. Euh, Dans justement les parents, s'ils veulent vraiment aller à l'encontre du refus de leur enfant, ils devraient s'adresser au tribunal. Euh, Puis, ce que ça veut dire aussi, quand on dit qu'un jeune de 14 ans et plus peut consentir seul, c'est que ses parents ne seront pas nécessairement avisés que leur enfant est allé faire une consultation ou qu'il a reçu certains soins. Donc, par exemple, l'avortement. Il y a une exception, par exemple, notamment, c'est si l'enfant séjourne pour plus que 12 heures dans un établissement de santé et de services sociaux. Dans ces cas-là, on va informer les parents. Une autre situation où est-ce qu'on va possiblement demander le consentement aux parents, c'est dans une situation d'urgence. Donc, quand il y a de l'urgence, que la vie, la sécurité du jeune est vraiment mise à risque, puis il y a certaines situations où est-ce qu'on ne pourra pas obtenir un consentement du jeune ou de la jeune à temps. Donc, ça se pourrait qu'on demande le consentement aux parents. Puis ça se pourrait aussi pour prévenir, pour maintenir la personne en vie, que le personnel médical donne les soins nécessaires pour permettre que la personne reste en vie s'il n'y a pas de consentement qui est possible d'obtenir dans un délai qui permet de garder la personne en vie. Il y a aussi d'autres exceptions qui sont liées à la santé mentale, notamment dans ce qu'on appelle les soins forcés, mais on ne va pas en parler aujourd'hui. Cela dit, on a des contenus à ce sujet-là sur le site web d'Éducalois. Puis là, je vois qu'il y a plusieurs messages dans le clavardage. Oui, C'est la quoi les première, situations? Ouais. je vais juste me permettre, on demande est-ce que la formation est jusqu'à 11 heures ou 15 heures? Ça va être jusqu'à Oh, 11 heures. C'est la ouais. deuxième formation qui est jusqu'à 15 heures. Et cette formation-là commence à 1h30, si je me souviens bien, mais ça porte sur un autre sujet. Vous êtes évidemment les bienvenus, à assister aux deux, mais les deux vont être enregistrés. Et on peut continuer avec les questions, plus Ouais. spécifiques. C'est quoi les situations d'urgence où les parents peuvent intervenir? Eh ben, un parent pourrait pouvoir donner son consentement, par exemple, si on a un jeune qui n'est pas en mesure d'exprimer son consentement, par exemple, dans le coma. Donc, dans cette situation-là, on ne peut pas obtenir le consentement de la personne parce qu'elle peut tout simplement pas physiquement l'exprimer. Donc, dans ce cas-là, puis ça s'applique aussi aux personnes majeures, mais de façon différente, c'est qu'on va aller demander un consentement aux personnes proches de, de la personne qui ne peut pas consentir. Donc, pour l'enfant, on va essayer d'aller obtenir le consentement des parents. Mais si on est vraiment dans une situation d'urgence où comme l'enfant est entre la vie et la mort, ben, le personnel médical peut donner des soins d'urgence si c'est pas possible d'obtenir dans
un délai raisonnable ou un délai réaliste, un consentement de la part des parents et du jeune. Et puis la DIL, je vous avoue, je sais pas c'est quoi. Est-ce que... Je pense que c'est la déficience intellectuelle légère. Si vous pouvez juste me faire un OK. pouce pour confirmer si c'est bien de ça qu'on parle. Je vois des hochements de tête. On va assumer que c'est ça. Parfait, on a eu un pouce. Si c'est bien ça, en fait, ça va vraiment dépendre de la situation de la personne. Puis là, Mhm. Ophélie, je vais te laisser compléter. Oui. Ça se peut dans ces cas-là qu'il y a une tutelle qui a été mise en place. Et dans ce cas-là, effectivement, ce seraient des personnes qui sont les tuteurs du jeune qui est en situation de déficience, qui pourraient prendre les décisions, mais ça va vraiment dépendre du cas Mhm. en particulier. C'est ça, c'est vraiment exactement au cas par cas parce que le personnel médical, c'est sa responsabilité d'évaluer est-ce qu'en ce moment la personne que j'ai devant moi est capable de comprendre la situation et de prendre une décision. Donc, est-ce que la personne comprend son état de santé, comprend pourquoi on lui propose un traitement, quels sont les risques, les bénéfices de prendre ou de ne pas prendre ce traitement-là, puis est-ce que la personne physiquement est capable d'exprimer son consentement. Donc, ça, c'est le personnel médical qui va évaluer cette situation-là. S'il constate que la personne n'a pas cette capacité-là au moment de décider si elle veut ou pas un traitement, ben alors on va s'adresser euh, aux personnes qui peuvent consentir pour elle. Puis si la personne a une tutelle, ben, la situation est différente. Puis c'est auprès de ces personnes-là qu'on va devoir vérifier si eux aussi sont capables de donner leur consentement à ce moment-là. Puis est-ce qu'il y a une urgence ou est-ce qu'on est entre la vie et la mort puis on doit donner des soins absolument maintenant. Ça, c'est encore une fois, ben là, c'est le personnel médical qui peut les donner. Mais encore une fois, vraiment, on doit donner ce qui est nécessaire pour maintenir la personne en vie. Et puis on mentionne la P38. Oui, effectivement, la P38, c'est une loi qui réglemente tout ce qui est au niveau de la garde en établissement. Donc de garder une personne à l'hôpital sans son consentement. Euh, voilà. Voilà pour les soins de santé. Petite parenthèse, puis merci pour vos questions. Il y a une dernière question qu'on n'avait pas Oups! répondu encore, c'est pouvez-vous donner un Ah oui, exemple de soins absolument. non nécessaires? Je vais Oui. te laisser y aller. Donc, on a par exemple les tatouages, les piercings, les chirurgies esthétiques. Il y a certaines chirurgies esthétiques qui peuvent rentrer dans le nécessaire, mais euh, une chirurgie esthétique non nécessaire rentrerait là-dedans, qui est purement esthétique. Et pouvez-vous écrire quelle est la formation à 13 heures pour prévoir si j'ai un intérêt ou non? C'est une formation sur... Parfait, merci Aurélie. Super. Donc, voilà l'exemple de soins nécessaires ou non nécessaires. Donc, vous aviez déjà plusieurs questions dans le clavardage. Est-ce que vous en avez d'autres avant qu'on passe à la prochaine partie de l'atelier? Ça peut être sur tous les sujets qu'on a vus depuis le début ou d'autres questions. On va avoir d'autres périodes de questions sur des sujets qui visent plus les infractions. Mais pour l'instant, c'est le moment, si jamais il y en a. OK. Bon. Ben, merci pour vos questions. On en a déjà eu plusieurs. Fait que je pense qu'on peut continuer. On passe à la prochaine section. Oui, et on arrive à une partie qui est très importante de l'atelier, qui est plus chargée et qui est plus lourde, si je peux me permettre, parce qu'on parle des situations qui sont illégales, qui sont à risque et qui sont même criminelles, qui peuvent survenir dans la vie amoureuse et sexuelle des jeunes. Donc, avant de commencer, petite précision sur le vocabulaire. Donc, dans la section qui vient, on va utiliser le mot victime, tout simplement parce que c'est le mot qui est utilisé dans le code criminel. Euh, Toutefois, en pratique, c'est pas le mot que certaines personnes, certains jeunes choisissent pour parler d'une expérience qu'ils ont vécue. Il y a certaines personnes qui préfèrent parler de survivants, de personnes ayant vécu une situation de violence. Je pense qu'il n'y a pas un seul bon terme. Il faut vraiment choisir selon la situation et adapter au contexte. Mais ici, pour nos fins, on va utiliser le mot victime. Alors, d'abord, on va commencer avec une distinction très importante parce qu'il y a toutes sortes de choses en fait qui peuvent survenir dans la vie amoureuse des jeunes qui sont soit interdites, illégales ou même criminelles. Et dans la vie courante, on utilise un peu ces mots-là comme des synonymes, mais juridiquement, ces mots-là sont très différents et ils ne veulent pas dire la même chose. Donc, premièrement, il y a quelque chose qui peut être interdit sans être illégal. Donc, par exemple, des parents peuvent interdire à leur enfant de sortir après 22 heures, de voir une personne en particulier parce qu'ils ne pensent pas que c'est une bonne influence ou encore d'utiliser leur téléphone cellulaire, par exemple. Et ça peut être des choses qui sont interdites, mais qui ne mènent pas à des règles, à des conséquences spécifiques selon la loi, évidemment. Ensuite, la deuxième différence, c'est entre illégal et criminel, parce que certaines choses qui sont illégales sans être criminelles. Et là, il y a des exemples qui relèvent un peu moins de la vie amoureuse, comme par exemple jeter des ordures par terre, ne pas respecter un permis de zonage ou conduire trop vite. Ça, c'est des choses qui sont illégales, mais qui ne sont pas nécessairement criminelles. Donc, quand
on parle d'un crime. C'est vraiment quelque chose qui est prévu dans le Code criminel du Canada et qui peut entraîner une enquête policière, des accusations criminelles, un procès et parfois des peines, dépendamment de l'âge de la personne, qui peuvent être très sévères. Donc, plus de la loi, il faut aussi tenir en tête ben, les politiques, les codes de vie des établissements scolaires qui peuvent se rajouter à tout ça et qui tombent dans la section interdiction et pas dans illégalité. Donc, ça peut être important quand même, ces concepts-là, à amener aux jeunes parce que souvent, on les mélange un peu et on dit quelque chose est criminel alors que ce ne l'est pas ou que quelque chose est illégal alors que c'est simplement interdit. Ça peut être une distinction qui est importante et qui est intéressante à amener. Une autre chose qui est très importante à souligner, c'est qu'une personne peut être accusée d'un crime à partir de l'âge de 12 ans. Et ça inclut les crimes qui sont à caractère sexuel. Donc, on parle d'agression sexuelle, de leurre, de partage d'images intimes. C'est à partir de 12 ans qu'on peut être tenu responsable criminellement selon la loi. Avant ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucune mesure qui va être mise en place. S'il y a un enfant de moins de 12 ans qui fait un acte qui pourrait techniquement tomber euh, sous l'éventail d'un crime, la DPJ risque fortement de s'en mêler. Il risque d'avoir du suivi, il risque d'avoir un accompagnement avec le jeune, mais il n'y aura pas d'accusation au niveau criminel. Alors, comme on le disait tout à l'heure, il va y avoir des ressources qui sont présentées à la toute fin. Ça va revenir, mais on va vous les envoyer aussi pour être certaine que vous ayez toutes les ressources nécessaires si vous êtes dans une situation où vous vous faites amener un cas comme ça par vos élèves. Alors, on va commencer encore une fois avec un brise-glace. Et je vois une question qui dit, le vandalisme entre dans quelle catégorie? Ben, dans ce cas-là, ça dépend encore une fois, parce que si on parle de règles de vandalisme d'une école, ce serait dans la catégorie interdit. Si on parle de méfaits, ça peut tomber dans le code criminel. Donc, ça dépend vraiment de la situation, de qu'est-ce que la personne a fait, dans quel contexte ça a été fait et de son âge. Donc, ça peut tomber dans interdit, illégal ou criminel selon la situation. Alors, c'est pour ça que c'est aussi important de distinguer les trois. Je pense qu'on a sauté une diapositive, à moins que ce soit moi qui me trompe. Oui, voilà, exact. Alors, Pardon, désolée pour ça. aucun problème. Alors, on va regarder une première situation. Il y a un élève qui envoie des messages répétés à son ex qui lui a demandé d'arrêter de le contacter et il l'attend aussi à la sortie de ses cours. Alors, je vous laisse réfléchir. Est-ce que selon vous, c'est criminel, interdit ou illégal? Vous pouvez répondre. Je vois déjà trois réponses criminelles. Criminel, criminel, criminel. Harcèlement criminel. Est-ce qu'il y a une personne qui n'est pas d'accord et qui pense que ce n'est pas criminel? Je n'en vois pas. Alors, c'est unanime ici, on pense que c'est criminel et, j'aurais dit interdit. Une personne dit interdit. C'est vraiment le premier réflexe quand on entend un scénario comme ça, c'est de parler de harcèlement criminel parce que c'est effectivement un terme qui existe, c'est un concept qui existe dans le droit criminel et qu'on va voir ensemble tout à l'heure. Mais, comme je disais tout à l'heure, la réalité au niveau juridique, elle est beaucoup plus nuancée que ça. Et à ce stade, si on a vraiment une situation qui est comme ça, c'est pas assez de détails, c'est pas assez d'informations pour conclure qu'on parle d'une situation de harcèlement criminel. Ce comportement-là, il est assurément préoccupant, assurément inapproprié, ça va de soi, mais pour tomber dans une situation de harcèlement criminel, normalement, il en faut plus. Ça peut être un comportement qui contrevient aux règles de l'école, donc qui peut entraîner des conséquences graves pour un élève, pour un jeune, mais pour déterminer s'il s'agit réellement de harcèlement criminel, il y a des critères qui doivent être présents et on va les voir à l'instant ensemble. Alors, comme vous le savez, malheureusement, des jeunes peuvent effectivement vivre des situations de harcèlement qui surviennent parfois dans leur relation ou après leur relation. Maintenant, c'est beaucoup plus facile avec, malheureusement, les réseaux sociaux, avec le numérique, de garder contact avec une personne qui ne souhaite pas nécessairement qu'on garde contact avec elle. Quand on parle de harcèlement, on parle de messages, d'appels, d'une impression d'être observé, d'être suivi. Donc, il y a certains gestes comme ça qui peuvent être tels qu'une personne finit par craindre pour sa propre sécurité. Alors, c'est dans ce cas-là qu'on peut parler de harcèlement criminel. Pour que ce soit vraiment une situation où le code criminel est en jeu, il faut se comporter envers une personne de manière à lui faire craindre pour sa sécurité physique, psychologique ou émotionnelle,
ou pour la sécurité d'une de ses connaissances, donc d'un de ses proches, en sachant que la personne se sent harcelée et en ne portant pas attention au fait que la personne se sente harcelée. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une crainte qui est raisonnable, donc qui est basée sur quelque chose pour tomber dans une situation de harcèlement criminel. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce ne sont pas toutes les situations de harcèlement qui tombent dans cette définition-là. Donc, par exemple, un harcèlement qui serait discriminatoire ou même un harcèlement sexuel peut avoir lieu et peut être illégal sans être considéré comme un crime. Donc, premier exemple, si une personne envoie 10 messages à son ex après une rupture, ben, ça peut être extrêmement agaçant, être extrêmement dérangeant pour une personne. Mais si la personne ne craint pas pour sa sécurité, on n'est pas nécessairement dans du harcèlement criminel. Si par contre, une personne surveille constamment son ex, l'attend partout en sortant de l'école, la suit, continue malgré les refus et que la personne commence à avoir peur, là, on peut tomber dans du harcèlement criminel. En milieu scolaire, par contre, et ça c'est très important de le dire, même lorsqu'on ne se trouve pas dans un contexte criminel, ce sont des comportements qui doivent être pris au sérieux et c'est toujours possible d'aller chercher de l'aide ou de signaler une situation à la police, même si on ne pense pas être dans un cas de harcèlement criminel. Pourquoi est-ce que c'est aussi important de faire la différence? C'est que des fois, il y a des comportements qui sont banalisés, évidemment, je pense que vous le savez déjà, mais quand on atteint une étape où la personne se sent en danger, et c'est pas seulement pour sa sécurité physique, là, on l'a dit, mais je le répète, ça peut aussi être pour sa sécurité psychologique ou émotionnelle, on tombe dans un crime. Donc, s'il y a un jeune de plus de 12 ans qui commet une situation de harcèlement où la personne se sent euh, pas en sécurité, on tombe vraiment dans quelque chose qui est beaucoup plus sérieux que simplement interdit. Alors, c'est ça la différence entre les deux. Ensuite, on passe à une autre infraction. Et en fait, deux infractions qu'on confond souvent, qui sont l'action indécente et l'exhibitionnisme. Alors, ce sont deux situations qui sont illégales, pardon, et criminelles. Alors, une action indécente, c'est un geste qui est jugé offensant ou insultant selon les normes de notre société. Alors, c'est un peu flou dit comme ça, mais ça peut inclure beaucoup de choses en fait. C'est pas nécessaire même qu'il y ait un contact physique. Et c'est même pas nécessaire que ça se produise dans un lieu public. Donc, par exemple, une personne qui commet des actes sexuels devant une caméra ouverte ou en laissant une porte volontairement ouverte pourrait se retrouver dans une situation d'action indécente. Au niveau de l'exhibitionnisme, c'est un crime qui est distinct et puis il y a des critères qui sont précis parce qu'il faut que ce soit devant une personne de moins de 16 ans à des fins sexuelles. Donc ça, c'est peu importe que ça se passe dans un lieu privé ou public. Encore une fois, ici, c'est vraiment l'âge de la personne qui voit le geste qui compte, ainsi que l'intention sexuelle de la personne qui commet le geste. Donc, on confond souvent les deux termes, donc action indécente et exhibitionnisme, mais c'est pas exactement la même chose en droit. Et c'est pertinent à savoir parce que dans un contexte scolaire, dans le contexte actuel, les jeunes sont exposés à beaucoup de contenu numérique, contenu en ligne, mais il faut savoir que ce sont des crimes qui existent et qui sont même spécifiés dans la loi selon l'âge du jeune. Donc, ça peut mener à des peines qui sont très importantes pour des adultes ou même pour des jeunes qui se livrent à ces comportements-là. Ensuite, une autre question qu'on a pour vous. Je vois une main levée avant qu'on passe à ça. Oui, Madame Harel. Je Ah, je pense sais que pas si votre c'est... micro est fermé. Ouais, je vous entends toujours pas. Je sais pas, normalement, on peut regarder dans l'interface qui est choisie pour votre micro. Parfois, ça peut fonctionner. Alors, est-ce que votre question était par rapport à l'exhibitionniste? C'est aussi 18 ans. Alors, pour l'exhibitionniste, c'est moins de 16 ans qui est spécifié pour ce crime-là. Mais sinon, l'action indécente pourrait couvrir s'il y a une personne de 17 ou 18 ans qui se fait justement impliquer dans une situation jugée indécente. Donc, il y a juste un crime qui est plus grave, qui est prévu si la personne qui est victime a moins de 16 ans, qui est l'exhibitionnisme. Et il y a des peines qui sont plus graves associées à l'exhibitionnisme. L'action indécente, c'est pas moins grave en soi, évidemment, là, ça reste quelque chose qui est très grave, qui peut être très dérangeant, très traumatisant même pour une personne.
Mais les peines sont moins graves parce que selon le législateur, c'est plus sérieux si c'est un enfant de moins de 16 ans qui est exposé dans cette situation-là. Merci. Alors, je reviens à mon exemple. Est-ce que votre main était encore levée volontairement, Madame Harel? OK. Un élève touche les fesses d'une camarade par derrière dans le corridor devant ses amis pour rire. Pour rire en gros guillemets, évidemment. Alors, est-ce que selon vous, c'est interdit, illégal ou criminel? Vous pouvez répondre encore une fois dans le chat. Je vois illégal, interdit, interdit, illégal, illégal, interdit, criminel, mais ça dépend de la situation. Alors, une majorité de personnes ici pensent que c'est interdit ou illégal. Alors, vous n'avez pas tort parce que c'est effectivement interdit, là. Je pense que je ne me trompe pas en disant que la majorité des codes de vie des écoles et des politiques interdisent ce type de comportement. Alors, c'est assurément interdit, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi potentiellement, selon la situation, criminel. Alors, on va pouvoir passer à la prochaine diapositive. Ça pourrait, on ne dit pas que ce l'est dans tous les cas, mais ça pourrait tomber dans le prisme de l'agression sexuelle, ce type de comportement. En droit criminel, l'agression sexuelle, vous le savez probablement déjà, ça peut entraîner des peines qui sont très lourdes, jusqu'à 10 ans de prison, et dans des cas qui sont plus graves, par exemple s'il y a l'utilisation d'une arme ou la menace d'utiliser une arme, ou encore si la vie de la personne a été mise en danger, ça peut mener à la peine maximale qui est la prison à perpétuité, donc à vie. Les agressions sexuelles, ça peut survenir dans une myriade de situations. Ça, encore une fois, je vous apprends rien. Ça peut être entre deux personnes qui sont en couple, qui sont des amis. C'est pas parce que deux personnes sortent ensemble, on l'a dit, que le consentement est présumé. Et toute activité sexuelle nécessite son propre consentement. C'est possible de changer d'avis à tout moment. Donc, c'est fort possible, et ça arrive malheureusement très souvent, qu'il y ait des situations d'agression sexuelle à l'intérieur de couples et à l'intérieur de couples de jeunes. Pour qu'il y ait une agression sexuelle, si on revient un peu à notre exemple qu'on vient de voir ensemble, il faut qu'il y ait trois éléments qui sont présents. Il y a d'abord des attouchements, et ça, c'est des contacts, on va y revenir, mais c'est très large, de nature sexuelle et sans le consentement de l'autre personne. Alors, des attouchements, c'est un terme qui est très large. Donc, on pense parfois à un acte qui est plus complet, comme la pénétration, mais ce n'est vraiment pas seulement ça qui est inclus dans la notion d'agression sexuelle. Ça peut être un baiser, une caresse, même un toucher qui est de nature sexuelle, comme on le voyait dans l'exemple, peut tomber dans la définition d'agression sexuelle. Et dans certains cas qui sont exceptionnels, mais qui existent, une personne peut être reconnue coupable d'agression sexuelle sans même avoir de contact physique. Et ça peut être étonnant, mais c'est quand même, on le souligne, très, très, très exceptionnel, là. Ce serait une situation où la personne se sentirait menacée et craindrait une agression sexuelle. Donc, par exemple, si une personne se masturbe près de quelqu'un et l'oblige à regarder, et ça crée vraiment une situation de peur où la personne craint qu'elle subisse une agression sexuelle, la personne pourrait être accusée de ceci. Deuxièmement, donc la nature sexuelle, il faut que le geste ait une connotation sexuelle. Il y a certains gestes qui peuvent tomber dans cette définition-là ou non selon les circonstances. Donc, si on pense à un examen gynécologique, un massage, évidemment, l'intention là n'est pas sexuelle. Ben, il peut y avoir des débordements, évidemment, là, mais généralement, ça ne tombe pas là-dedans. C'est donc la situation et l'intention derrière le geste qui vont compter le plus. Et finalement, l'absence de consentement, au cœur vraiment de ce crime-là. Il faut que les gestes soient faits intentionnellement sans le consentement de l'autre personne. Et quand on analyse s'il y a eu le consentement ou non, c'est vraiment l'état d'esprit de la victime au moment de l'acte qui est important. Donc, est-ce que la personne voulait vraiment qu'il y ait un contact sexuel? Est-ce qu'elle se sentait libre de l'exprimer ou non? Est-ce qu'elle avait peur? Est-ce qu'elle avait de la pression? Est-ce qu'elle se sentait coincée, etc.? Donc, tous les facteurs du consentement qu'on a énoncés tout à l'heure, ils vont être pris en compte par un tribunal dans une situation comme ça. Alors, si une ou un élève vous confie une situation de violence sexuelle, évidemment, votre rôle, ce n'est pas de mener une enquête et de déterminer s'il y a un crime qui a vraiment été commis ou non. Vous pouvez accueillir la parole de l'élève, assurer sa sécurité immédiatement et ensuite, bien idéalement, c'est la police qui se charge de l'enquête et qui communique avec la procureure ou le procureur aux poursuites, donc du DPCP, qui va décider, eux, s'ils ont assez d'accusations, assez de preuves pour déposer des accusations. Donc, ça prend
un procès, des preuves et vraiment un processus qui est juste et équitable pour arriver à une condamnation en matière d'agression sexuelle. Mais évidemment, d'accueillir la parole d'une personne et de s'assurer qu'elle se sent en sécurité, qu'elle se sent protégée, ça c'est toujours possible et ça peut vraiment changer la donne dans la situation d'un jeune ou d'une jeune qui vous confie avoir été victime d'une situation comme ça. Encore une fois, on va vous donner plusieurs ressources à la fin de l'atelier. Si je peux me Oui, permettre, juste ajouter, c'est sûr qu'il y a le processus criminel qui est possible, mais il y a d'autres voies aussi de justice, comme on peut absolument. penser à la justice réparatrice, qui permet aux personnes de se rencontrer dans des circonstances comme, ou pas, en fait, là, mais qui permet aux personnes, si elles le veulent, d'échanger, de fixer elles-mêmes les objectifs. La personne victime, qu'est-ce qui lui ferait du bien, qu'est-ce qui lui permet à elle d'obtenir justice. C'est à ça que ça sert la justice réparatrice. Puis il y a aussi des plaintes, en fait, on peut aussi faire un recours au civil. Donc, le civil, c'est pour demander de recevoir une indemnité. Donc, par exemple, une personne victime d'agression sexuelle, elle pourrait avoir vécu un traumatisme psychologique, puis avoir eu besoin de se payer des frais de thérapie. Elle pourrait avoir vécu beaucoup d'anxiété. C'est des exemples parmi tant d'autres de dommages qu'on peut subir. Puis on peut faire une demande au civil pour obtenir une indemnité de la part de la personne qui a commis l'agression. Donc, sur Éducalois, d'ailleurs, on va vous transmettre les ressources, mais on a de l'information sur ces moyens-là alternatifs d'avoir la justice quand on est une personne qui a subi une agression sexuelle. Puis elles sont Absolument. accessibles aux jeunes. Elles sont toutes accessibles aux jeunes. Il y a même des actions collectives maintenant qui sont en cours aussi. Donc, il y a vraiment plusieurs façons d'obtenir justice dans des situations comme ça. C'est super important de le souligner. Et on souligne aussi que on ne peut plus au courant que le processus n'est pas parfait et que le processus peut être extrêmement difficile pour des victimes, que c'est revictimisant de vivre ça, de devoir témoigner. Il y a de plus en plus de mesures qui sont mises en place par les gouvernements, par les tribunaux pour faciliter, simplifier le processus des victimes, mais ça reste quelque chose qui est très difficile. C'est pourquoi il y a de l'accompagnement. Il y a plusieurs ressources qui existent, des ressources spécialisées même qui peuvent aider une personne à vivre ce processus-là qui peut être très long et très difficile. Alors, on le sait, Mhm. le système essaye de faire mieux, ça c'est clair. Puis, comme exemple de ressources qui est quand même récent, mais genre en développement, dans les tribunaux spécialisés, c'est des chiens de soutien émotionnel qui peuvent accompagner les personnes victimes. Donc, je tiens à le mentionner parce que c'est quand même cute et bien. On Voilà. continue avec une autre mise en situation qui va peut-être être facile pour vous, mais on veut quand même s'assurer que ça a été bien compris. Alors, vrai ou faux, vous pouvez encore répondre dans le chat. Une agression sexuelle implique nécessairement un acte sexuel avec pénétration. Faux en majuscule, merci beaucoup. Non, merci. Vous avez tous et toutes très bien compris, c'est parfait. Alors, on est sur la même longueur d'onde et on va passer sans plus attendre, je pense, à une petite pause parce que ça a été beaucoup d'informations. On n'a pas énormément de temps, donc on va peut-être faire une pause très courte, Deux disons minutes? de 2 minutes. On va y aller comme ça parce qu'on a beaucoup de choses encore à vous dire. Alors, à moins, Ou trois? est-ce que vous voulez une pause? Est-ce que vous souhaitez une pause? Vous pouvez nous le dire dans le chat. Non, on Non, peut pas de continuer. pause. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaiteraient une pause? C'est correct si on veut. Ouais, non. Bon, c'est On va parti. prendre toute la Pas de pause à pause. décider Magnifique. si on veut une pause. C'est parfait. Alors, on continue tout de suite et Parfait. on passe en fait à un sujet qui est très important et duquel on a parlé au début quand on vous demandait de quel sujet vous aimeriez parler. Alors, interdit, illégal ou criminel, un inconnu vous envoie une vidéo de ses parties génitales. Alors, est-ce que c'est interdit, illégal ou criminel? Criminel, criminel, quatre criminels. Super. Alors, la majorité des gens disent criminel et en réalité, encore une fois, c'est plus complexe qu'on peut le penser parce qu'au Canada, il n'y a pas de crime qui interdit spécifiquement le fait d'envoyer une vidéo explicite, sexuelle à quelqu'un d'autre. Il y a certains autres pays, d'autres provinces, même, non pas d'autres provinces, pardon, d'autres pays qui l'ont fait, donc qui ont criminalisé le fait simplement d'envoyer une photo sexuelle non sollicitée à quelqu'un. Mais au Canada, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a certains crimes qu'on va voir à l'instant qui peuvent s'appliquer dans une situation comme ça. Il y avait une main levée, je ne sais pas si c'était Ouais, en fait, volontaire. une question. Euh, Oui, mais vous dites que c'est pas c'est illégal, mais en fait, est-ce que ça devrait pas être comme la diffusion de contenu pornographique?
Oui. Alors, c'est justement à ça qu'on allait arriver. Ok. Ça peut l'être dans certains cas. Ça dépend vraiment de l'âge de la personne et de la situation. Et il Désolé, y j'ai a été trop plusieurs... vite. Aucun problème. Vous aviez bien compris, en fait. Alors, quand ça peut devenir un crime, il y a plusieurs situations, mais il y en a certaines qui sont les suivantes que vous voyez ici, c'est quand ça implique des mineurs. Donc, il y a plusieurs crimes qui existent, qui ont été vraiment créés pour protéger les personnes mineures. Et si les règles de consentement qu'on a énoncées tout à l'heure ne sont pas respectées, bien, il y a plusieurs crimes qui peuvent s'appliquer, même sans violence, sans situation où le jeune se sent dans une situation de violence. Il y a vraiment plusieurs crimes qui sont prévus, même si le jeune consentait techniquement, parce que le consentement n'est pas toujours valide, comme on l'a dit. Alors, on a quatre exemples. Le premier, c'est l'exploitation sexuelle. Ça, c'est quand là où le partenaire sexuel d'une personne de 16 ou 17 ans est dans une situation de dépendance, d'exploitation, d'autorité ou de confiance. Donc, les quatre exemples, les quatre situations, en fait, qu'on a nommées tout à l'heure. Donc, quand on pense à un entraîneur, un employeur, un mentor, un coach, une personne qui héberge le jeune, c'est un crime passible de jusqu'à 14 ans de prison. Alors, c'est extrêmement sérieux. Et je le répète, ce n'est pas une excuse de dire que le jeune était d'accord, le jeune consentait. Le consentement du jeune n'est pas valide dans une situation comme ça. Ensuite, il y a les contacts sexuels. Ça, c'est si une personne commet des contacts, un toucher, peu importe quel attouchement ou geste sexuel, avec un jeune de moins de 16 ans dans un but sexuel. Donc vraiment, ça inclut tous les contacts sexuels qu'on a vus tout à l'heure dans le crime d'agression sexuelle. Et encore une fois, dans ces situations-là, le consentement de la personne mineure n'importe pas. Et c'est un autre crime qui peut mener jusqu'à 14 ans de prison. Troisièmement, on a le leurre, et ça, c'est demander ou encourager une personne mineure à poser un geste sexuel, même s'il n'y a absolument rien qui ne se passe en personne. Donc, par exemple, discuter en ligne avec un ado et l'inviter à toucher ses parties intimes ou demander à un ado de envoyer des photos, comme dans l'exemple qu'on voyait, ça peut être un autre crime qui est très sérieux. Et finalement, rendre accessible du matériel sexuellement explicite. C'est un autre crime qui est prévu par la loi et c'est vraiment que ce soit des images, des vidéos, des messages à caractère sexuel, si on envoie, donc si on rend accessible ce matériel-là à des mineurs, on peut être accusé de ce crime-là qui est spécifique. Pour ce qui est du partage d'images intimes, c'est un sujet qui est extrêmement fréquent dans les écoles, évidemment. Il y a environ 300 accusations par an contre des jeunes en matière de pornographie juvénile. Il y a un nouveau nom maintenant qui est utilisé, là, c'est le partage de matériel d'abus pédosexuels, mais on va parler encore de pornographie juvénile juste pour nos fins, parce que c'est encore le terme qui est plus souvent utilisé. Et ben on le sait, c'est facile maintenant. Les jeunes ont presque tous accès à un téléphone. Ça peut mener à des situations extrêmement difficiles, comme des situations de vengeance après une relation. Et vraiment, on parle de toutes les images intimes, que ce soit une photo, une vidéo, même une représentation dans une bande dessinée, par exemple. Ça peut compter comme de la pornographie juvénile. Donc, ça n'a pas besoin vraiment d'être la vraie photo. On peut penser aussi à une représentation faite par l'intelligence artificielle. Ça rentrerait aussi dans la définition. Il faut que ce soit une image, évidemment, où il y a une représentation sexuelle, que ce soit des parties génitales, les seins, les fesses, ou une personne qui est en train de faire une activité sexuelle. Et c'est un crime qui est commis lorsque la personne partage, publie, montre, envoie cette image-là ou cette photo-là, cette vidéo-là à une autre personne. Donc, même juste montrer l'image sur son cellulaire à quelqu'un d'autre sans l'envoyer nécessairement, c'est un crime et ça va être traité de la même façon au niveau de la loi. C'est un crime qui est passible de jusqu'à 5 ans de prison et qui peut être passible de plus si on tombe dans un cas de, de, de production, par exemple, de pornographie juvénile, mais juste le partage ou le fait de montrer une photo intime de quelqu'un d'autre, ça peut aller jusqu'à 5 ans de prison. Et on rappelle que c'est à partir de 12 ans que les jeunes peuvent être accusés de crimes selon la loi. Alors, j'essaie de passer un peu rapidement parce on n'a pas énormément de temps, mais s'il y a des questions sur le partage d'images intimes, on va pouvoir les prendre tout à l'heure sans problème. La dernière question de cette section-là qu'on vous donne, ah ben je vois déjà qu'il y a des réponses. Je pensais qu'il ou elle était majeur. Est-ce que c'était d'excuses valables? Faux, faux, faux. Non, ben bravo, vous avez tous et toutes raison. La loi ne permet pas de s'appuyer simplement sur cette impression-là. Donc, lorsqu'il y a une infraction qui concerne spécifiquement une personne mineure, il faut généralement avoir pris des mesures raisonnables pour vérifier l'âge de la personne.
Pourquoi? Parce que, évidemment, les jeunes mentent des fois sur leur âge, sur les réseaux sociaux ou sur les applications de rencontres, parce que l'apparence peut être trompeuse. Donc, pour toutes ces bonnes raisons-là, la loi s'attend à ce que la personne majeure ou à ce que la personne qui est la plus âgée fasse preuve de prudence. Donc, de dire simplement, ah ben, elle m'avait dit ou il m'avait dit qu'il était majeur, ce n'est pas une excuse valide. Il faut vraiment que la personne ait pris toutes les précautions possibles raisonnablement pour vérifier l'âge de son ou de sa partenaire. Et finalement, on arrive à notre dernier sujet dans cette partie-là, qui est la violence conjugale, un autre grand sujet. En fait, tous les sujets de cette présentation, on pourra en parler pendant des heures, là, donc c'est plus introductif, mais si vous avez des questions plus précises, on va pouvoir y répondre avec plaisir. Alors, dans un contexte de jeunes, dans un contexte scolaire, la violence, elle peut se présenter de diverses façons. Elle peut être verbale, écrite, physique, psychologique, sexuelle et beaucoup plus encore. Et quand on entend violence conjugale, on pense souvent aux adultes, mais les jeunes peuvent aussi vivre de la violence dans leurs relations amoureuses et parfois beaucoup plus qu'on le croit, malheureusement. Donc, ça ne commence pas nécessairement par des coups, ça peut être même économique, ça peut être psychologique, de vraiment plusieurs façons. C'est très insidieux comme type de violence. On peut penser à surveiller constamment le téléphone, exiger d'avoir les mots de passe, contrôler les vêtements, décider à qui le jeune peut parler ou ne peut pas parler, humilier publiquement son partenaire, menacer de diffuser des photos intimes. Tout ça, c'est que ça rentre dans vraiment le grand éventail qui est la violence conjugale. C'est vraiment quelque chose qui s'appuie sur des stratégies de contrôle, qui peut suivre un cycle où les épisodes violents alternent avec des périodes qui sont plus calmes. Et contrairement à ce qu'on peut penser, la violence conjugale, ce n'est pas un crime en soi au Canada. Alors, il n'y a pas de crime spécifique qui s'appelle la violence conjugale, mais comme vous pouvez l'imaginer, quand il y a une situation de violence conjugale, ça implique plusieurs différents actes qui peuvent eux-mêmes constituer des crimes. Donc, que ce soit le partage d'images intimes, que ce soit les menaces, que ce soit le harcèlement, que ce soit, dans des cas malheureusement plus graves, ben, les voies de fait, tout ça peut évidemment constituer des crimes. Et le fait qu'il y ait une dynamique de violence familiale, pardon, conjugale, peut être pris en compte par les tribunaux, par les juges, pour choisir la peine ou la conséquence qui va être appliquée, en fait, dans cette situation-là. Je vois qu'on mentionne la loi Gabi-Renault. Ce n'est malheureusement pas encore finalisé. C'est en discussion. Ça a été, si je ne me trompe pas, déposé ou va l'être prochainement. Quand on parle de la loi Gabi-Renault, c'est une loi qui permettrait en fait, de connaître les antécédents de violences conjugales de partenaires, en fait, préalablement. Donc, c'est encore en débat, si je ne me trompe pas, Ophélie. Ça n'a pas été encore adopté ou quoi que ce soit. Excellent. Merci beaucoup, Monsieur Saint-Jean. Alors, je pense que... Oui, c'est ça. Il me reste une dernière partie. J'essaie d'aller encore une fois relativement vite. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ce qu'on vient de voir, premièrement, mais il y a des situations qui peuvent sembler banales, entre gros guillemets, mais qui peuvent avoir des conséquences juridiques super importantes, comme le fait de juste toucher les fesses de quelqu'un pour rire, je fais encore des guillemets. Et il y a deuxièmement, plusieurs comportements qui deviennent très graves lorsque les personnes impliquées sont mineures et qui peuvent avoir des peines qui sont plus graves. Et finalement, ben, votre rôle, ce n'est pas d'agir comme des policiers, des juges, mais d'informer, de connaître au mieux, évidemment, possible ces situations-là pour pouvoir bien informer les jeunes que vous accompagnez, de prévenir lorsque c'est possible et d'orienter les jeunes vers des bonnes ressources parce que vraiment, simplement le fait qu'un adulte prenne la situation au sérieux, ça peut faire une énorme différence dans la vie d'un jeune. Et est-ce que vous avez des questions après ce petit sprint sur les infractions? Je pense qu'on peut Magnifique, passer à la j'imagine que dernière c'était partie. clair. Ouais. On va passer à la dernière partie. Puis, on a une question. Allez-y, Riyad. En fait, quand on dit tu sais, qu'il faut penser que les majeurs, les six valables, genre, mettons, exemple, j'ai un exemple, t'es au club, puis on sait tous qu'il y a des filles, parfois il y a des filles mineures qui sont là, ils les laissent rentrer, les gardiens de sécurité les laissent rentrer. Vu que techniquement, tu es dans un droit majeur, parce que c'est minimum 10 ans et plus, c'est quoi, mettons, les manières légales pour vérifier que la fille, mettons, avec qui tu veux faire avoir une relation, quelque chose, est majeure? Est-ce que légalement, tu as le droit de demander sa carte d'identité? Je dis, hey, moi,
ta pièce d'identité comme ça, être sûr que t'es majeur ou c'est. Alors, je répondrai à ça en disant que quand on parle d'une excuse, c'est pas vraiment quelque chose qui peut simplement absoudre quelqu'un d'un crime. Donc, si quelqu'un est accusé d'une agression sexuelle parce qu'il y a une situation avec une personne qu'il ne savait pas qu'elle était mineure, le fait de dire ben je le savais pas, ça ne va vraiment pas exonérer la personne de son crime. Ça peut être un fait que le juge, le tribunal tient en compte dans son analyse, mais ça tombe vraiment la responsabilité sur la personne qui est majeure ou qui est plus âgée de ne pas se mettre dans cette situation-là. Donc, Mhm. c'est sûr que je peux pas vous dire de demander la pièce d'identité à des Ouais. personnes ou de... Ben, on peut pas obliger quelqu'un à nous montrer sa pièce Exact, d'identité, exactement, là, Non, comme malheureusement. à moins d'avoir des pouvoirs policiers spécifiques, mais on peut demander à la personne, c'est certain. Exact. Puis genre j'imagine que le simple fait d'être dans un endroit réservé aux majeurs serait pas suffisant pour dire ah ben j'étais dans un endroit réservé aux majeurs, donc Non. je peux euh, hein? faire des activités avec n'importe qui. Là, je pense qu'il y a quand Ouais. même dans ce moment-là, il faudrait s'assurer. Je demande parce que moi, je suis étudiant au bac. Fait que là, c'est pour ça que je me dis, tu sais, je suis. Fait que des situations même, ça se peut que ça arrive que mes futurs élèves me demandent. Fait qu'au moins, je peux me préparer. Puis c'est pour Ouais, ça que. Mais merci. avec Merci. plaisir. Madame Odos? Donc, c'est une question assez spéciale. Si les propos, si il y a des dessins ou des propos envoyés par les étudiants, par les élèves envers les enseignantes, est-ce que la loi prévoit quelque chose de spécial? Si les propos sont répétés, s'il y a des photos ou des bandes dessinées, des dessins faits par les élèves? J'imagine que vous parlez ici de matériel qui serait à caractère explicite ou à caractère sexuel. Exact, exact, avec des parties dessinées, par exemple. Ouais. Alors, évidemment, les enseignants ont les mêmes droits que n'importe qui et ce sont les mêmes crimes qui s'appliquent. Par contre, là, évidemment, on ne serait pas dans une situation où la personne est mineure, donc ce ne serait pas les mêmes crimes qui pourraient s'appliquer, mais le partage d'images intimes reste du partage d'images intimes, peu importe la situation, et le harcèlement reste du harcèlement aussi, peu importe la situation, et la diffamation également. Donc, selon la situation, selon évidemment qu'est-ce qui est fait, l'intensité, l'ampleur de la chose, on pourrait tomber dans ces différentes situations-là. Donc, la diffamation, le harcèlement potentiellement. Si c'est une vraie photo, ben, il y aurait le partage d'images intimes. Donc, tout ça, ça serait des situations qui pourraient s'appliquer, mais il n'y a pas, par exemple, de mécanisme spécifique dans la loi qui s'applique entre une relation élève-enseignant, mais ça se peut que dans le code de vie de l'école, ben là, ce soit prévu plus spécifiquement. Merci. On va passer à la dernière partie pour que ma collègue ait le temps de vous présenter la matière. Et merci beaucoup, Madame Horte-Lapierre, pour Mhm. votre présence. Donc, dernière partie de cet atelier, les obligations du milieu scolaire. On va vous faire quelques petits vrais ou faux en rafale pour vous présenter la matière. Premièrement, vrai ou faux, toute personne qui a une bonne raison de croire qu'un enfant est victime d'abus sexuels ou physiques doit signaler la situation à la DPJ. Vrai, vrai. Oui, faux, vrai. La plupart des gens disent vrai, mais on a quelques réponses où est-ce qu'on dit faux. En fait, c'est vrai. Euh, tous les adultes, et pas seulement les adultes qui travaillent auprès des jeunes, ont l'obligation euh, de faire un signalement à la DPJ quand ils pensent qu'ils ont un motif raisonnable de penser qu'un enfant est victime d'abus sexuels ou physiques. C'est pas nécessaire d'avoir une preuve pour faire un signalement, pas besoin de monter un dossier. Dès qu'on a un motif raisonnable, on a l'obligation de faire un signalement. On ne doit pas valider d'abord. Ben, valider, ça dépend à quelle mesure, mais on n'a pas besoin d'avoir une preuve comme telle. C'est pas à vous de monter ce dossier-là, c'est pas à vous de faire l'enquête. Mais dès que vous avez un motif raisonnable, que vous avez comme un doute raisonnable, vous devez faire un signalement. Ouais. Je peux me Euh, permettre un motif oui. raisonnable. Normalement, ça peut venir, par exemple, de une personne qui est jugée crédible. Donc, si, par exemple, la TES vient vous voir et vous dit ça, ou plusieurs élèves, peut-être pas un élève là, seulement, parce que ça, évidemment, ça peut être plus ou moins crédible selon l'élève, selon la personne, à moins que vous jugiez que ce soit crédible. Mais si il y a plusieurs élèves ou une personne que vous jugez crédible qui vient vous voir, on peut tomber dans des motifs qui sont Mhm. raisonnables.
Puis ça pourrait être aussi dans vos observations. Vous voyez un enfant qui a des Exact. lésions corporelles, Exactement. son attitude a beaucoup changé, son assiduité à l'école, euh, son niveau de bien-être à l'école aussi. Euh, mais vous n'avez pas besoin d'avoir la certitude pour faire un signalement. Vous n'avez pas besoin d'être prêt à démontrer à un tribunal hors tout doute raisonnable. C'est vraiment un motif raisonnable, c'est suffisant. Euh, voilà. Donc, quand est-ce qu'on doit signaler à la DPJ? Donc, selon la loi sur la protection de la jeunesse, il y a certaines personnes, comme les enseignantes, les enseignants, les conseillères et conseillers d'orientation et autres professionnels, qui doivent dénoncer une situation si elles ont un motif de croire que la sécurité ou le développement d'un enfant pourrait être considéré comme compromis. Donc, on pense que sa sécurité ou son développement est en danger ou est à risque. Donc, elles doivent signaler la situation au directeur de la protection de la jeunesse. Puis, cette obligation-là de signalement à la DPJ, elle s'étend à tout le monde quand on parle d'un motif raisonnable de croire qu'un enfant est victime d'abus sexuels ou physiques. On rentre ici, là, donc, dans le besoin de protection. Donc, toute personne a l'obligation de signaler qu'un enfant a l'air d'avoir un besoin de protection. Et puis notamment, c'est dans le cas où est-ce qu'on a un motif raisonnable de penser que l'enfant est victime d'abus sexuels ou physiques. Important ici, la définition d'abus sexuel dans la loi sur la protection de la jeunesse, elle est différente de celle des crimes dont on a parlé. Donc, elle est différente de celle au code criminel. Ici, le critère à considérer, c'est vraiment la sécurité et le développement de l'enfant. C'est les deux notions les plus importantes qui nous disent est-ce que je dois signaler la situation à la DPJ, oui ou non. Puis, dans certains cas, un signalement à la DPJ peut mener à des accusations criminelles. Également, la loi nous indique qu'un adulte a l'obligation d'apporter l'aide nécessaire à un enfant qui lui indique qu'il veut dénoncer une situation à des autorités compétentes, que ce soit parce que lui ou elle-même vit une situation d'abus, ou ça pourrait être pour n'importe quel enfant, ça pourrait être pour un ami, pour ses frères et sœurs. Dans ce cas-là, l'adulte doit apporter l'aide nécessaire. Puis si c'est pas lui ou elle-même en aidant l'enfant, mais ça peut être de référer l'enfant aux ressources qui peuvent l'aider. Euh, je vois qu'il y a plusieurs questions dans le clavardage. Est-ce que chaque intervenant peut faire une plainte pour la même situation? Oui. J'espère que la direction va intervenir et vite. Oui. Donc, oui, effectivement, chaque personne, j'imagine, en fait, ça peut être fait de façon concertée entre des intervenants. Mais si ce l'est pas ou si c'est pas possible, ben, plusieurs personnes peuvent faire le même signalement. Puis la DPJ prend ça en compte aussi, d'avoir reçu plusieurs signalements de plusieurs personnes. Ça peut illustrer que plusieurs personnes sont au courant de la situation puis qu'il faut agir rapidement. Donc voilà pour ce qui est de l'obligation de signalement. Ensuite, une Oui, autre et c'est question pour vous. confidentiel. Oui, et très important, Madame Marel, merci de le souligner, c'est confidentiel absolument. Donc, quand vous faites un signalement, votre nom ne sera pas révélé à la personne en question. Et bon, déjà des réponses. Alors, si je pense que les jeunes ont des relations sexuelles à 11 ans ou ne respectent pas les corps d'âge prévus par la loi, je dois aviser immédiatement les parents. Est-ce que c'est vrai ou faux selon vous? On a deux faux, Vrai. vrai. Oui, je vais présumer vrai. Alors, c'est partagé quand même. Très partagé, très partagé. Je pense que c'est notre réponse la plus partagée à date. Alors, la réponse, selon la loi, serait faux. Ce n'est pas toujours la meilleure première étape d'aviser directement, immédiatement les parents. Ça peut l'être dans certaines situations, et ça, c'est vous qui pouvez en être les juges, mais dans certaines situations, informer immédiatement les parents, ça peut au contraire, en fait, augmenter les risques. Donc, on peut penser, par exemple, à un contexte de violence familiale, un rejet qui est lié à l'orientation sexuelle d'une ou d'un jeune ou une situation d'exploitation. Donc, c'est pourquoi la démarche recommandée, c'est généralement d'abord d'évaluer la situation, de consulter les ressources qui seraient mises à votre disposition à l'interne. Donc, on a la direction. S'il y a un mécanisme de signalement qui a déjà été prévu à l'interne, ça peut être de le consulter aussi. Et si besoin il y a,
faire un signalement, comme on le disait, à la DPJ ou au protecteur national de l'élève si on pense, comme on l'a dit, que la sécurité ou le développement d'un ou plusieurs enfants pourrait être compromis. Et c'est ensuite la DPJ ou le protecteur national de l'élève qui va déterminer les meilleures mesures à prendre. Les parents peuvent être informés par la DPJ si ils jugent que c'est approprié ou pas, ça se peut aussi, ou il y a d'autres services qui vont pouvoir être avisés selon la situation. Donc, ça dépend vraiment, mais généralement, de suivre les processus internes, c'est ce qui est le plus recommandé par les politiques qui sont disponibles. Oui, alors, je vais oublier que c'était moi, pardon. Pour l'intimidation, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, on le sait. Maintenant, il y a la cyberintimidation qui est extrêmement présente aussi. Quoi faire contre l'intimidation? Ça, c'est sûr que c'est un aspect qui est un peu moins légal de notre présentation, mais on trouvait très important de le rappeler, de le souligner parce que c'est un sujet qui est extrêmement présent. Donc, quand on parle d'intimidation, au sens de la loi, en fait, on parle de comportements, de paroles ou de gestes qui se répètent dans le temps, qui font du mal à une personne et qui crée chez elle un sentiment d'impuissance. Donc, souvent, il y a aussi la notion de déséquilibre de pouvoir ou d'influence entre les deux personnes. Donc, c'est pas seulement une chicane entre deux élèves, on parle vraiment d'une situation où il n'y a pas un pied d'égalité entre les deux personnes et où une personne ou un groupe, en fait, prend le dessus sur une autre personne et lui fait vivre quelque chose de blessant ou d'humiliant de façon qui est répétée. Ça peut être des insultes, de l'exclusion, des menaces, du harcèlement, du chantage, etc. Ça peut prendre vraiment beaucoup de formes de façon numérique ou dans la vie, en fait, dans la vraie vie, en présentiel, si on peut se permettre. Et ben, c'est important de rappeler qu'un comportement peut être intimidant aussi, même si la personne n'avait pas l'intention de faire peur ou de faire du mal. Donc, maintenant, qu'est-ce que la loi demande aux écoles en matière d'intimidation? Toutes les écoles du Québec doivent avoir un plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Si vous ne le connaissez pas déjà, ça peut être intéressant d'en prendre connaissance parce que c'est un plan qui sert aussi à prévenir les situations avant qu'elles dégénèrent. Donc, le plan doit prévenir, en fait, doit, pardon, prévoir comment prévenir l'intimidation, comment la signaler une situation d'intimidation, comment assurer aussi la confidentialité des personnes qui sont impliquées dans une situation d'intimidation et finalement, comment intervenir lorsqu'un cas est rapporté. Donc, même si un événement se passe en ligne, sur Internet, sur Snapchat, sur TikTok, l'école peut avoir à intervenir lorsque ça affecte l'élève en question, le climat scolaire ou la sécurité, en fait, des élèves ou de n'importe qui à l'école. Alors, très intéressant de prendre connaissance du plan de lutte de votre école si ce n'est pas déjà fait. Maintenant, il reste pas beaucoup de temps, fait que dernière question, ou peut-être avant-dernière, l'identité et l'expression de genre ne sont pas protégées par la loi au Québec, vrai ou faux? Faux. Ben, vous avez raison. Merci aux personnes qui ont répondu. C'est faux. Euh, Ces concepts-là sont protégés notamment par la Charte des droits et libertés de la personne, comme l'a indiqué Sydney. Bravo. C'est aussi protégé par la loi sur l'instruction publique et la loi sur l'enseignement privé. Les écoles, elles ont l'obligation d'assurer un environnement inclusif et sécuritaire pour toutes et tous les élèves. Donc, ça inclut effectivement de prévoir un plan de prévention contre l'intimidation. Mais l'intimidation, elle peut être basée, dans certains cas, sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Et ça peut considérer deux éléments interdits par la loi, soit une discrimination ou du harcèlement discriminatoire. La discrimination, qu'est-ce que c'est? C'est empêcher une personne d'avoir accès aux mêmes services ou de bénéficier des mêmes droits à cause d'une caractéristique personnelle, comme son orientation sexuelle ou son identité de genre. Le harcèlement discriminatoire, c'est un comportement qui porte atteinte à la dignité ou à la santé, la sécurité psychologique ou physique d'une personne. Puis c'est un harcèlement qui est spécifiquement axé sur l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Les élèves qui sont victimes de ces comportements-là peuvent s'adresser au personnel scolaire pour de l'aide, notamment pour faire appliquer le plan de lutte contre l'intimidation et la violence. Et ils pourraient aussi, notamment, porter plainte à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, la CDPDJ. C'est un organisme gouvernemental qui s'assure que les droits prévus à la charte sont respectés, qui s'assure qu'il n'y a pas de discrimination, pas de harcèlement discriminatoire. Et puis, on peut porter plainte à la Commission des droits de la personne pour discrimination, pour harcèlement discriminatoire. Puis la commission, elle va décider si elle fait une enquête, si elle intervient, puis si elle recommande des mesures. Donc, vous pouvez accompagner un élève à faire ce genre de démarche-là, notamment.
Je pense que vu le peu de temps qui resterait, je sauterais directement aux ressources, si tu es Parfait, d'accord, Ophélie. absolument. Donc, de toute Juste pour être façon, vous pourrez certaine. regarder l'enregistrement, mais vraiment, ouais, petite piste pour vous. Puis voilà euh, les ressources. Et voilà. Alors, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut pas sauter. Des ressources, vous pouvez le prendre en capture d'écran ou regarder ensuite l'enregistrement. On a les CAVAC, donc c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, pardon. C'est un service vraiment de première ligne pour les victimes d'actes criminels. Il y a de l'information, de l'accompagnement, autant des niveaux des démarches judiciaires, pardon, que psychosociales. On a les CALAC, ça c'est le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, donc spécifiquement pour les agressions de ce type. Et dans le même ordre d'idée, on a Info Aide Violence Sexuelle. Ça, c'est une ligne d'écoute qui est disponible 24 heures sur 24 pour les victimes, les proches et aussi les intervenants et intervenantes qui sont qui accompagnent des gens qui sont victimes de violences à caractère sexuel. Il y a la ligne d'info du DPCP, donc ça, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, qui peut aussi aider en matière de violences conjugales et sexuelles, qui explique le processus judiciaire et les droits des victimes. Il y a Rebâtir, qui est un service de consultation juridique sans frais pour les victimes de violences sexuelles ou conjugales. Interligne, qui est une ligne d'aide pour les personnes LGBTQ+, et finalement, Tel Jeune que vous connaissez déjà, et Parlons droit, qui est de l'information juridique vulgarisée et gratuite pour les personnes qui en ont besoin. Alors voilà, je pense qu'on est à la toute fin. Nous, on peut rester encore quelques minutes s'il y a des questions et on peut afficher le code QR aussi pour évaluer l'atelier si jamais vous avez le temps de prendre quelques minutes pour le faire. Puis, C'est juste pendant un que peu vous en avant. scannez le code QR, Voilà. je vais vous poser une question. Vous pouvez répondre ça dans le clavardage ou à voix haute, si vous voulez. Est-ce que vous voulez nommer une chose que vous avez apprise pendant l'atelier, une chose que vous avez aimée, puis une chose que vous allez faire avec ce que vous avez appris aujourd'hui? Ou une des trois. On accepte toutes les réponses. Absolument. Ou autre Tout est le chose bienvenu. que vous voulez partager. Puis on vous invite vraiment à remplir le formulaire d'évaluation si vous préférez indiquer vos commentaires de cette manière-là. Ça va beaucoup nous aider pour améliorer l'atelier. Et pour ceux qui ont besoin de quitter, merci beaucoup pour votre présence, merci de votre participation. Et pour ceux qui ont encore le temps ou qui ont des questions, on va rester pour répondre aux questions dans le chat ou à Mhm. main levée.